Bonjour à toutes et à tous. Et donc, merci pour votre présence pour ce nouveau webinaire qu'on organise à nouveau avec un partenaire bien connu, la société Tenacity, qui auparavant s'appelait Augmented CISO. Et aujourd'hui, on va parler d'une certification qui est aussi bien connue, la certification ISO 27001, qui ne concerne pas que la gestion des vulnérabilités de notre domaine, mais sur laquelle intervient complètement notre partenaire Tenacity et sur laquelle on peut aussi un peu aider côté CyberWatch. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer comment on peut finalement vous aider soit à obtenir cette certification, si jamais vous ne l'aviez pas auparavant, soit à la renouveler. Et à minima, comment on peut vous aider aussi à cocher quelques-unes des cases pour un jour préparer ce type de certification. Tenacity, pour information, a des intégrations avec CyberWatch et donc l'idée, c'est aussi de vous montrer comment on peut fonctionner ensemble via ce petit webinaire. Donc, pour démarrer très brièvement, on va un petit peu se présenter. De mon côté, donc Maxime Aledine, je suis un des cofondateurs de la société CyberWatch, qui est maintenant une filiale du groupe Framatome. Et alors moi, je suis plutôt sur tout ce qui est maintien en condition de sécurité, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est, je connais mon parc d'actifs informatiques, je connais mes vulnérabilités, je les priorise et je les traite. Et je te passe la main, Baptiste, aussi pour te présenter. Merci Maxime. Baptiste David, chez Tenaci, je suis en charge de l'activité d'avant-vente. Pour un peu mon passé, je viens du monde du conseil en GRC, passé par deux grandes maisons, Rouge et Orange, pour ne pas citer les noms. Et j'ai intégré Tenaci en 2019, au début de l'aventure. Voilà. Et on dit chiffré. On dit chiffré, exactement, c'est mon mantra. Donc, merci pour cette petite présentation de ton côté, Baptiste. Donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir un petit peu vous montrer ce qui se passe côté ISO 27001, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Montrer aussi ce que Tenacity est capable de faire et puis ce que CyberWatch est en mesure de faire également et comment on fonctionne ensemble. Il y aura une partie un peu théorique dans ce webinaire et puis il y aura aussi des éléments un peu plus avec des démonstrations justement. Donc, l'agenda, c'est quoi? On va en fait vous donner des éléments justement sur l'ISO 27001. Comment aussi, après Tenacity aide finalement à préparer cette certification. Comment au sein de l'ISO 27001, il y a finalement des éléments qui sont des exigences de maintien en condition de sécurité et qu'on peut traiter avec CyberWatch. Et pour information en plus, au cas où vous n'auriez pas encore actualisé vos bases documentaires, tout sera basé aujourd'hui sur l'ISO 27001 édition 2022. Donc là, on va vraiment en plus actualiser au niveau des exigences et tout, de sorte à ce que ce soit les dernières informations qui soient présentées aujourd'hui. Eh bien, Baptiste, je te laisse la main. Allez, je commence avec un peu de théorie. Je voulais faire une petite introduction à ISO 27001. Qu'est-ce que c'est? Déjà, ISO 27001, c'est une norme de certification et on va beaucoup parler du management de la sécurité, de management, de pilotage de la sécurité des systèmes d'information. Euh, Plus globalement, c'est ce qu'on va appeler le correct fonctionnement d'un SMSI, le SMSI étant le système de management de sécurité des systèmes d'information. Donc, l'idée, c'est d'avoir un texte qui va nous décrire tous les processus qui vont nous permettre d'assurer que oui, notre système d'information est bien dans un cycle qui nous permet d'identifier et de s'améliorer en termes de sécurité de l'information. Ce qui est important autour d'ISO 27001, c'est cette notion de certification. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une certification? C'est qu'il peut y avoir quelqu'un, un auditeur, quelqu'un de l'extérieur qui va venir chez vous vérifier que vous faites bien ce qu'il est écrit dans la norme. Donc, c'est la notion d'audit indépendant qui va vous donner un diplôme, un certificat. Pourquoi obtenir ça? De manière générale, pourquoi une organisation devrait se faire certifier? Moi, le mantra que je présente ici, c'est parce qu'on est obligé. On ne se fait jamais certifier pour le plaisir. On est obligé soit d'un point de vue business, parce que pour intégrer un certain marché, vous devez, pour répondre à des appels d'offres, vous devez montrer que vous êtes conforme, soit par votre autorité. ISO 27001 est une porte d'entrée. Je vois qu'il manque quelques petits mots dans mon slide. C'est une porte d'entrée pour répondre à des exigences
notamment pour parler de HDS qui peut concerner un certain nombre d'entre vous, hébergeurs de données de santé. Il faut être certifié ISO 27001 pour pouvoir héberger légalement de la donnée de santé sur son système d'information. Donc, qui ça concerne? Nous, aujourd'hui, chez Tenaci, on accompagne tout un tas de sociétés, que ce soit des startups qui veulent intégrer des marchés innovation sur lesquels il y a besoin de gagner de la confiance de ses clients, que ce soit des organismes publics, parce qu'ils ont notamment cette contrainte d'HDS. Donc, finalement, toutes les organisations, publiques ou privées, peuvent être amenées à se faire certifier ISO 27001. Par contre, quand on dit toute l'organisation, ce n'est pas la totalité de l'organisation. C'est une partie d'une organisation qu'on va vouloir faire certifier. Que ce soit un service, que ce soit un bureau, finalement, celle qui est concernée par cette contrainte. Si on prendrait un hôpital, par exemple, pour parler d'HDS, le service comptabilité, il n'héberge pas de données de santé, donc on ne va pas le faire certifier ISO 27001. Donc ça va être tout l'enjeu de définir quel est le plus petit scope, l'idée étant de le réduire à son strict nécessaire pour éviter les contraintes sur lesquelles on veut faire porter cette certification ISO 27001. Et pour rajouter encore un élément, il n'est pas rare d'avoir des organisations qui peuvent avoir plusieurs certifications ISO 27001 parce qu'on a plusieurs services différents et donc on va parler d'audit, on va parler de plan d'action, on va parler de tableau de bord pour piloter et maintenir sa certification. On va devoir le faire 2 fois. Pourquoi pas le faire qu'une seule fois et englober les deux? C'est là où on va avoir des notions de contraintes historiques, juridiques, politiques. On sait que la sécurité peut être liée à l'organisation des entreprises qui nous nécessite de maintenir ces deux éléments un peu disjoints. Et enfin, un grand élément qui me paraît essentiel pour finir cette première introduction à ISO 27000, c'est cette différence entre ISO 27001 et ISO 27002. Alors, ISO 27002 n'est pas une mise à jour d'ISO 27001. Comme j'ai pu l'entendre dire, l'idée, c'est qu'on a bien deux documents qui sont différents, mais qui sont complémentaires. ISO 27001, c'est la définition du SMSI. Vous allez voir, je vais vous présenter un peu en quoi consiste un SMSI. On va parler d'amélioration continue, de PDCA. Ce n'est sûrement pas des grandes nouveautés pour ceux qui connaissent ce sujet, mais c'est vraiment l'organisation et les processus de management qu'on va mettre en place. ISO 27002, c'est une liste de mesures de sécurité. Alors là, il y a 93 contrôles dans la mise à jour qui sont possibles dans le cadre d'un SMSI. ISO 27001 va nous définir comment on doit auditer ses tiers, comment on doit faire son analyse de risque, comment on doit aller voir cette direction pour piocher dans ISO 27002 quelles sont les mesures qui sont applicables à votre SMSI. Et du coup, quand on va se faire certifier, on va se faire certifier sur la base d'ISO 27001, du processus, de la recette. Les ingrédients qui sont soumis dans un ISO 27002, c'est une liste dans laquelle vous allez pouvoir venir piocher en fonction de ce que vous aurez fait à l'étape d'avant. Et Maxime évoquait le fait qu'aujourd'hui, on va vous présenter les résultats de ce qu'on va faire sur ISO 27001 et version 2022. Les deux normes ont été mises à jour en 2022, que ce soit la définition et le déroulement d'un SMSI ou le recueil des bonnes pratiques. La version d'avant datait de 2017. Alors, on ne va pas faire l'analyse complète des changements. Il n'y a pas d'énormes bouleversements entre ces deux versions. Un peu de nomenclature et de chapitrage qui peut être différent. Et alors, je me permets aussi d'intervenir sur un autre point. C'est comme en fait justement, on risque de pas forcément parler de tout ça en détail par défaut dans le webinaire. Si jamais vous avez des questions, Audrey a déjà écrit dans le chat, faut pas hésiter à écrire dans le chat en fait vos questions et on prendra en fait le temps de répondre à vos questions, soit en cours de route, soit à la fin en fonction de comment ça se passe. Mais vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat embarqué dans le Livestorm justement pour poser vos questions tout au long de ce webinaire. Je te repasse la main, Baptiste. En quelques mots, merci. En quelques mots, comment on met en place un SMSI finalement, à partir si on applique ISO 27001, ISO 27002 à ce qu'on a vu. ISO 27001, ça c'est un peu la définition à ma manière, à la manière Tenaci de ce qu'on va faire. Première chose, en termes de sécurité, il faut se poser la question de contre quoi on doit lutter. On va se poser la question de quels sont les risques, contre quoi je veux me protéger. Ça, c'est toute la notion d'analyse de risque, alors que vous fassiez de l'IBIO-CRM, de l'ISO 27005, ISO 27001 ne vous impose aucune méthodologie. Il faut simplement faire cette analyse qui va déclencher cette notion de risque. Vous allez en tirer la notion de politique.
comment je me protège. Comment vous allez construire cette politique? Sur la base d'ISO 27002. Vous avez 93 contrôles qui va vous dire, bah voilà, par rapport au risque, moi j'ai choisi de mettre en place un EDR, de faire des scans de vulnérabilité ou d'aller faire de la sensibilisation. Donc en fait, ISO 27001, c'est vous-même qui allez définir quelles sont les mesures de sécurité que vous vous appliquez. Au passage, il y aura des indispensables. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous faire certifier, vous ne pouvez pas décemment dire non, l'EDR aujourd'hui, ce n'est pas un sujet pour moi ou je peux me permettre de ne pas faire de scan de vulnérabilité. L'actualité nous présente tous les jours les nouvelles vulnérabilités. Donc ça, c'est la notion de politique. On écrit ce que l'on fait. Ensuite, on contrôle que l'on fait bien ce que l'on a écrit. C'est la notion d'audit. Alors, j'ai ici utilisé le terme d'audit. Certains vont parler de gap analysis, d'évaluation. Bah, c'est globalement, je vais aller vérifier dans tous mes documents qui sont écrits si je fais bien ce qui existe. Je vais en tirer deux choses. Ce qui me manque, et là on va parler de programme, de plan d'action, finalement la gestion du build, et on va devoir vérifier dans le cadre de l'audit si on le fait bien. Et c'est là où on va pouvoir aller parler de contrôle, de surveillance, d'actions régulières, d'indicateurs, de KPI. Finalement, ce n'est pas parce que le jour de l'audit, on l'a bien fait qu'on se dit bah, c'est bon, je suis bon pour les 3 années à venir, il faut le régulier régulièrement. Et tout le principe du SMSI, bah, c'est la rétroaction que vous voyez ici avec les flèches. Parce que finalement, si on le fait, si j'ai rien côté programme, bah, c'est que je peux faire plus. J'avais, je ne sais pas, de la sensibilisation tous les semestres. J'ai validé que je le fais bien, je l'ai documenté, j'ai des preuves qui me permettent de m'assurer. Bah, pourquoi pas le faire tous les trimestres? Et donc, c'est toute cette notion. Alors, c'est le principe de route Deming qui a été repris dans des démarches qualité, de PDCA pour Plan Do Check Act, des éléments qui sont documentés autour de la certification ISO 27001. Donc, ISO 27001, c'est vraiment ce fonctionnement que vous retrouvez vraiment sous forme de roue dans beaucoup d'illustrations qui vous permettent de valider si vous couvrez bien vos risques et si vous ne pouvez pas faire plus. ISO 27002, ça va être un guide que vous allez retrouver pour constituer cette politique de sécurité. Donc ça, c'est un peu le principe. Sans trahir de grands secrets pour la suite, on va reprendre ce schéma pour voir où est-ce que l'engrenage peut coincer. Maintenant, alors il y avait une question, je la prends peut-être en parallèle. Quelles sont les bonnes pratiques pour intégrer un SMSI dans un système de management intégré déjà dans une entreprise? Alors oui, la notion de système de management intégré, elle est intéressante pour ceux qui connaissent les SMQ pour la qualité. Vous prenez la norme ISO qui traite la qualité, qui doit être ISO 9001, vous prenez la norme ISO 27001, vous remplacez sécurité par qualité, globalement, c'est la même chose. Cette démarche d'avoir des risques, d'avoir une politique, d'avoir des audits et des surveillances, c'est la même chose. Donc, c'est simplement, on va parler de risque cyber et non pas de risque qualité. Donc, pour intégrer un SMSI dans un SMQ, reprendre tout ce qui existe en termes de comitologie, en termes d'outillage, en termes de démarche, parce qu'il faudra aller voir ses fournisseurs, il faudra aller voir cette direction, et plutôt que de leur parler que de qualité ou d'autres exigences, vous leur parlez de cybersécurité et notamment quels sont les besoins de cybersécurité. Alors, comment Tenassi peut accompagner cette démarche ISO 27001? Déjà, pour présenter la société Tenassi, le mantra qui nous anime aujourd'hui chez nous, c'est de simplifier et automatiser le management de la cybersécurité pour tous les RSSI et pour toutes leurs équipes, globalement, pour toutes les entreprises. Il faut bien voir qu'ISO 27001, ce n'est pas un sujet de la sécurité, c'est un sujet d'entreprise. Si vous le faites, c'est parce que vous avez des marchés à aller conquérir ou à entretenir, ou des services à rendre pour tout ce qui va être collectivité publique, par exemple. Donc, nous, on se positionne ici pour vous aider, vous, RSSI, à aider votre entreprise ou votre organisation à maintenir cette certification. Et pour prendre en mots pour mettre quelques chiffres derrière cette grande ligne, aujourd'hui, on est 30 collaborateurs dans les équipes, moitié-moitié entre les équipes techniques et les équipes commerciales et marketing. C'est une centaine de clients dans lesquels on va retrouver, alors on est très fiers de dire que notre plus petit client, c'est 80 utilisateurs. C'est un hébergeur qui est certifié HDS et ISO 27001. Et le plus gros, c'est Carrefour, c'est juste le plus gros employeur français. Derrière, chacun a différents cas d'usage. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, 40% de nos clients sont certifiés ISO 27001. Donc, dans le management de la cybersécurité, le management de la conformité, c'est forcément un grand pan.
2000 utilisateurs dans 30 pays. Bah, aujourd'hui, la solution que je vous présente, c'est une solution française, hein. La société Tenaci est française, mais on a des utilisateurs aux quatre coins du monde et ce sera important pour tout ce qui va être collaboration autour de ces sujets-là. Comment on peut vous aider? Ben, ici, j'ai repris le schéma qu'on a vu tout à l'heure et finalement, en bleu, ce que j'affiche ici, pardon, pas facile celui-là, c'est tous les éléments qui vont venir complexifier un peu ce simple schéma avec des flèches. Globalement, il y a un élément qu'on va retrouver partout, c'est la notion de preuve et de traçabilité. Dans ISO 27001, il y a la notion d'audit. L'auditeur, il va venir chez vous, il va prendre des éléments de la norme ISO 27001 et il va dire ça, est-ce que vous le faites bien? Dire oui, ça ne suffit pas. Il faudra lui apporter les éléments de quand est-ce que ça a été fait, par qui ça a été fait, lui apporter la preuve. Donc, ça peut être une copie d'un mail, un document, ça peut être un KPI qui vont pouvoir nous permettre de faire ça. Donc, ça, la notion de preuve, vous allez retrouver un peu dans tous les processus de sécurité qui va y avoir. Et puis après, bah voilà, hein, en fonction de l'analyse de risque, on sait aujourd'hui, oui, faire une analyse de risque, bah, c'est compliqué parce que ça implique tous les métiers intégrés dans votre scope. Les politiques, bah, c'est à la fois du technique, comme la gestion des vulnérabilités, dont forcément on va parler aujourd'hui, parce qu'encore une fois, bah, vous ne pouvez pas vous faire certifier ISO 27001 si vous n'avez pas un processus spécifique lié à la gestion des vulnérabilités. Processus qui doit être documenté. Alors, je suis désolé, Maxime, avoir une solution de gestion de la vulnérabilité ne va pas suffire. Moi, je viens du monde de mathématiques, hein, nécessaire et suffisant, c'est un truc que je connais très bien. C'est nécessaire. Mais par contre, bah, il faut avoir défini comment on va l'utiliser, quand est-ce qu'on va faire des scans, on va devoir vérifier qu'est-ce qu'on fait quand on trouve une vulnérabilité, comment on le mesure, etc. Et Donc, je bah, sais bien, il y a aucun souci et en plus, justement, ça fait partie des points que je mentionnerai aussi tout à l'heure, justement, ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas que la partie, technique dans ces éléments-là et c'est pour ça que c'est important aussi, bah, justement, d'avoir une solution comme Tenacity pour aussi montrer qu'on a bien documenté également. Mais à l'inverse, hein, Tenaci, on est vraiment dans cette organisation, dans le schéma que je vous présente là, et on va s'appuyer sur des solutions opérationnelles, sur des solutions de sécurité, notamment pour aller vérifier, pour aller faire des contrôles, parce qu'on va aller chercher des indicateurs, on va aller chercher des éléments pour pouvoir les centraliser dans la solution. Donc, vraiment, la démarche qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle est complémentaire entre Tenaci et CyberWatch, vous l'avez bien compris. Donc, encore une fois, il va y avoir ces différents éléments que vous voyez là. Ce qui est nouveau, ce que vous voyez en haut, bah, c'est finalement c'est votre quotidien. C'est aujourd'hui bah, gérer une certification. Alors, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient bon, au lieu de se faire certifier, moi, je préfère faire de la sécurité parce que ISO 27001, c'est du management, c'est pas de la sécurité opérationnelle. Et votre quotidien aujourd'hui, bah, c'est traiter des incidents, c'est traiter des vulnérabilités, des dérogations qui sont directement liés à votre niveau de sécurité. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas votre certification que vous allez remettre en compte, c'est plutôt la sécurité et le maintien en condition de sécurité de votre organisation et qui vont parfois venir en confrontation avec ces éléments et qu'il va falloir traiter, d'autant plus que tous ces éléments, bah, ça va rajouter des choses dans vos plans d'action. Parce qu'en audit, vous allez le faire tous les ans, alors que le plan d'action, bah, il va être alimenté tous les jours. Un RSSI, c'est un plan d'action par jour dans l'année. Bref, tout ça pour dire que finalement, derrière ce processus, bah, l'idée, c'est d'avoir une solution qui va vous aider à cette certification. Ce qu'on va vous proposer, nous, c'est toute la notion d'expertise. On verra dans la solution. Bah, nous, on a modélisé ces normes pour vous aider. Si vous voulez vous certifier, bah, on va vous proposer des actions types, des contrôles types à mettre en place pour obtenir votre certification. C'est la centralisation parce que ben, c'est un vrai outil collaboratif pour l'ensemble de la solution. Donc derrière toutes ces preuves, bah, quand votre auditeur va venir, bah, vous allez directement pouvoir lui dire, bah, regardez, la preuve de telle action, elle est ici, tel indicateur, il est ici, utilisez un tableau de bord pour communiquer avec vos fournisseurs ou avec votre direction. La cohérence qu'on va vous apporter chez nous, bah, c'est la flèche qu'on a vue tout à l'heure et finalement, je l'ai présenté très de gauche vers la droite, ce schéma. Bah, en fait, hein, la roue nous impose de faire des liens entre des objets. Et par exemple, quand nous, on va vous afficher un niveau de risque, eh ben, le niveau de risque, il va dépendre directement du nombre de vulnérabilités qu'on a identifiées grâce à votre solution CyberWatch qu'on va intégrer dans la solution. Donc, ce qu'on aime bien dire, c'est que vous allez gagner du temps et vous allez gagner du temps de qualité parce qu'on apporte de l'intelligence. Alors, il y aura pas de notion d'intelligence artificielle chez nous. C'est plutôt le bon sens et la sécurité, bah,
si on vous demande de lancer une action, si on vous demande d'aller vérifier le nombre d'utilisateurs qui sont administrateurs de leur poste, c'est parce que de l'autre côté, vous avez un risque ou une exigence qui vous le demande. Et c'est tout ce que ça, nous, on va faire pour pouvoir vous aider à l'implémenter parce que ça vous permet de le justifier. Et puis de le reporter, ça c'est le dernier bénéfice qu'on va avoir que je présente aujourd'hui, c'est le reporting, tout ce qui va être autour des tableaux de bord. Et alors, on a une autre question aussi, juste avant que tu fasses la démo, Baptiste. Une question, en fait, qui concerne, je pense, là, ça va être juste avant, si tu peux revenir. Enfin, Comment intégrer des référentiels? voilà, en fait, je pense que c'est la question, elle concerne, en fait, la partie où tu as mis expertise avec ISO 27001, ISO 27002 et 30 autres politiques modélisées dans la solution. Et donc, Jean-Louis, qu'on connaît bien, qui est un de nos très fidèles participants à nos webinaires, et ben, en fait, là, il demande comment intégrer des référentiels réglementaires ou légaux dans le SMSI. Et je pense qu'en gros, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'en fait, et 30 autres politiques, est-ce que ça peut être facilement étendu, si je comprends bien la question? Alors, je perçois deux questions dans la question de Jean-Louis. La première, effectivement, c'est par rapport à l'essentiel. Nous, dans la solution, on en a plus de 30 dans lequel on va retrouver Swift, la LPM, HDS, TISAX, CIS, même le guide d'hygiène des bonnes pratiques. Une politique. Ça, c'est les politiques publiques qui sont communes à tous nos clients. Après, derrière, on intègre avec vous votre politique à vous parce que vous avez une PSSI, parce que vous avez des exigences d'un groupe qui vous impose de faire des choses et que nous, on n'aurait pas forcément au catalogue. Et la deuxième partie, c'est dans le cadre d'un SMSI. En fait, ici, ce qui n'existe pas, c'est que les politiques, il y a celles qui viennent de vos risques. Vous avez un EDR parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir un ransomware et ça va vous paralyser. Donc, vous mettez dans votre politique le fait qu'il faut un EDR. Et puis, vous allez peut-être mettre le fait que dans votre politique, vous devez avoir un SOC parce que vous êtes soumis à la LPM et que si vous ne le faites pas, vous avez des amendes ou des sanctions pénales qui sont associées à ça. Donc, en fait, les exigences légales, elles peuvent rentrer en input de ce SMSI, soit par les risques. Finalement, le SMSI, c'est beaucoup de bon sens. Pourquoi on fait de la sécurité? Soit parce que si je ne le fais pas, je vais avoir un problème, le risque. Soit, si je ne le fais pas, je vais avoir une amende, le côté légal. L'amende pouvant être vue aussi comme un autre type de problème, j'imagine. Mais globalement, voilà, pourquoi on fait de la sécurité? Globalement, parce qu'on est obligé, donc ça va nous faire deux inputs pour en intégrer dans notre SMSI. J'espère avoir répondu à votre question, Jean-Louis. On y reviendra si nécessaire. Maxime, je prends 5 minutes pour montrer. Bien sûr, vas-y pour la démo. Alors, il faut que je me retrouve. Comment partager l'écran? Vous pourrez juste me confirmer que vous le voyez bien, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez bien le retour de mon écran? On voit ton écran, c'est bon. Parfait. Tac, donc je me suis connecté dans un environnement de démonstration. Alors, c'est un environnement qui est déjà complet dans lequel vous allez voir beaucoup de choses. Je vais essayer de vous montrer 3-4 vues un peu typiques de ce qu'on va permettre de faire dans la définition d'un SMSI. La première chose, c'est toute la modélisation de votre organisation. Moi, ici, je suis dans une société qui s'appelle Sibina International. Alors, c'est mon compte OZO à nous. J'ai différents périmètres ici, que vous voyez, différents bureaux ou différents blocs. Finalement, un périmètre, c'est une partie de votre organisation qui a ses propres exigences de sécurité. Donc, je vous l'ai dit, ISO 27001 ne s'applique pas forcément de partout. Peut-être que c'est que mon service, que mon bureau de Lille qui va être certifié. En plus de ça, vous pouvez avoir du HDS, vous pouvez avoir des risques qui vous sont propres et qui sont communs là-dessus. Donc, ça, c'est le premier point. On accompagne les environnements que nous, on va appeler complexes, différents bureaux, différentes exigences. Maintenant, on va mettre des fenêtres sur ce que j'ai évoqué comme bénéfice, la notion d'expertise et de modélisation de ce qu'on va proposer autour d'ISO 27000. Dans politique, ici, vous allez retrouver, sous forme de politique publique, toutes les politiques que nous, on adresse déjà par défaut dans la solution. Vous voyez, on peut ajouter la PSSI ou d'autres éléments qui vous sont propres. Alors, je vais prendre ISO 27002, version 2022. Alors, pour les plus puristes d'entre vous, on a complètement dissocié l'annexe A d'ISO 27001 d'ISO 27002. Vous comprendrez pourquoi, mais au moins, ça permet d'expliquer ça. Quand nous, on vient dire qu'on vient modéliser une politique, si je prends ISO 27002, je vais aller chercher une règle. Alors, je crois que j'ai une règle 8.8 qui devrait plaire à Maxime, qui nous dit qu'il faut avoir un management des vulnérabilités techniques. Bon, cette politique, qu'est-ce qu'on en dit? On nous dit que pour ça, il faut avoir un processus de traitement des vulnérabilités. C'est toute l'aide à la décision. Si vous nous dites que vous voulez être conforme à ISO 27002, nous, on vous dit qu'il faut avoir un traitement des vulnérabilités.
Donc, cet élément-là, ce sont des templates, hein, d'où l'ampoule. On va vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Au passage, le traitement des vulnérabilités, bon, on nous en parle dans beaucoup d'autres politiques. Donc, si vous êtes soumis à ISO, mais aussi à votre PSSI, aussi à IOPA ou DORA, bon, si vous nous dites oui, j'ai un processus de traitement de la vulnérabilité, eh ben, vous allez marquer des points sur toutes ces politiques d'un coup. Donc, on va vraiment optimiser ce pilotage de la conformité. Au passage, on a aussi les risques. Forcément, hein, si je reprends mon process de la gauche vers la droite, j'avais des risques qui me nécessitent des mesures qui sont documentées dans des politiques. Ici, c'est bien cette partie droite de ce que je vous présente là. Maintenant, si on reprend le schéma de droite, on avait dit, on va avoir des actions, on va avoir des contrôles. Comment on va pouvoir outiller ça? En fait, on part d'un principe dans la solution chez nous, chez Tenacy, c'est que dire qu'on fait, ça ne suffit pas. Il faut collecter parce que pour la centralisation et pour la certification, c'est obligatoire. Donc, on va gérer des plans d'action. On va gérer des plans d'action. Alors, moi, j'ai un plan de mise en conformité global avec des actions, avec des dates de début, des dates de fin qu'on va pouvoir suivre dans la solution. Suivre, ça va pouvoir l'affecter. Par exemple, je peux avoir une action de suivi de remédiation que je vais affecter à un utilisateur qui viendra se connecter, qui viendra me dire ça a été fait, ça n'a pas été fait, vous apportez, si je prends ici un projet un peu en dehors de la gestion de la vulnérabilité, mais de classification, j'ai tout le suivi de mon historique, je peux avoir des preuves sous forme de pièces jointes qui me sont stockées. Donc là, on va gérer tout ce qui va être le build. Comment on va gérer le run? On va gérer le run avec des tâches récurrentes, par exemple, parce qu'il faut aller faire régulièrement. La sécurité, ce n'est pas que du one-shot, ce n'est pas que la veille de l'audit qu'il faut tout faire. Sur le sujet de la sensibilisation, je vais aller suivre le fait de bien envoyer mes newsletters tous les mois, par exemple. Puis je devrais avoir dans toute ma liste ici le fait de bien faire des scans de vulnérabilité et d'aller vérifier si tous les mois je fais bien mes scans de vulnérabilité ou mes tests d'intrusion comme il a été prévu dans ma politique de sécurité. Donc là, on commence à adresser la notion de contrôle qu'on a vue. Et puis, pour le sujet qui nous intéresse particulièrement, Tenacy X CyberWatch, comment on va pouvoir faire? On va s'intégrer avec CyberWatch pour pouvoir aller requêter votre instance CyberWatch pour aller chercher des indicateurs. Alors, les indicateurs, j'ai commencé à faire un tableau de bord assez basique, hein, des indicateurs que je peux aller collecter sur le nombre de vulnérabilités. Alors, avant, je disais que c'était du clic-bouton. On m'a dit de dire que c'était plus du clic-bouton, c'est du no-code pour construire un tableau de bord. Donc, pour vous présenter simplement comment on peut construire un tableau de bord dans Tenacy, je vais simplement aller ajouter un bloc et parmi tous les indicateurs que je viens collecter, alors hop, nous ils sont tagués CyberWatch, je peux aller, hop, forcément j'ai fait le mauvais clic, je peux aller taguer, chercher les indicateurs qui sont associés à CyberWatch. Donc CBW, je veux par exemple le nombre d'actifs qui ont été scannés dernièrement et je veux le nombre d'équipements vérifiés. OK? Et derrière, j'ai juste à choisir ma représentation. Alors, j'ai toutes les représentations possibles avec les couleurs, les titres, etc. Et là, vous avez votre tableau de bord que vous allez utiliser au quotidien pour pouvoir piloter le scan de vulnérabilité. Tout ce qui D'ailleurs, je précise qu'en fait, ça, c'est des éléments qui sont récupérés via les API en fait, de CyberWatch par Tenacy. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, c'est des éléments où là, ça se récupère automatiquement. Ah oui, oui, d'ailleurs, j'ai connecté cet environnement sur le lab que tu m'as mis à disposition, Maxime, hier, d'où le fait que je n'ai pas les chiffres avant hier, hein. Mais par contre, c'est 3 minutes, hein. C'est l'API, on vient renseigner le groupe qui nous renseigne et on va venir collecter ça. Et tout ce qui va être ici derrière ces indicateurs, la rétroaction, je vais le remonter sur ma politique. Parce que ma politique, quand je vais aller chercher mon score de sécurité, je vais reprendre ISO 27002 version 2022. Les scores de sécurité que vous voyez ici, c'est des scores qui sont mesurés. Donc, c'est-à-dire que c'est des scores qui sont calculés tous les jours en fonction de l'avancée de vos plans d'action, en fonction de vos contrôles qu'on a vus sous forme de tâches récurrentes ou en fonction des indicateurs. Donc, si je vais chercher ici dans ma règle 8.8 Technical Control qui s'appelle Management of Technical Vulnerability, sur Singapour, je retrouve le fait que oui, je fais bien des scans de vulnérabilité interne et je retrouve ici tous mes indicateurs qui sont calculés. Donc, le 28% que vous voyez ici pour Singapour, qui est l'entité dont je pilote ici le SMSI, il va se calculer tous les jours en fonction de la réalisation des scans et des remontées qu'il faut et des remontées que j'aurai. Bien sûr, ici, on adresse quelques contrôles que viendra détailler Maxime sur ISO, où est-ce qu'on nous parle de vulnérabilité. Mais derrière, on peut faire la même chose avec des solutions d'EDR, avec des solutions de gestion des identités,
pour pouvoir, quand l'auditeur vient et vous dit, est-ce que vous êtes conforme? Oui, regardez, je suis conforme. On ne se met pas un quart d'heure pour se poser la question de est-ce qu'on est conforme? Je suis conforme, j'ai tel élément, j'ai telle preuve, j'ai tel fichier associé à tel plan d'action. Et alors là, je vois que le fait que ça a été récupéré justement de manière automatique, ça a amené plusieurs questions qui, je Ah, pense, sont intéressantes à traiter maintenant, avant justement aussi de passer, plus à la partie CyberWatch aussi justement. La première question, c'est la liste des actifs dans l'inventaire CyberWatch et en fait donc qui est récupérée aussi, finalement par, Tennessee. Est-ce que c'est la même que l'inventaire des actifs exigés par l'ISO 27001? la liste des actifs dans l'inventaire CyberWatch est-elle la même? Alors, attendez, je reprends. La liste des actifs dans l'inventaire CyberWatch est-elle la même? Alors, nous, on va les requêter, en fait, CyberWatch, à partir de l'organisation que vous aurez construite dans CyberWatch. Donc, oui, oui, l'idée, c'est d'avoir la même chose. Nous, on ne va pas se positionner ici, Tenaci, on ne va pas aller se positionner comme CMDB ou comme cartographie. Mmh. De CyberWatch, je n'ai récupéré que des métriques. Je n'ai pas la liste des postes, par exemple. Donc, CyberWatch vous permet de cocher la case oui, j'ai un inventaire des actifs conformément à ISO 27001. Ce n'est pas Tenaci qui vous permettra de cocher cette case-là. Après, il y a aussi des questions par rapport justement aux API avec, est-ce qu'en fait, il y a uniquement des connecteurs qui sont liés à des plateformes que tu as préconfigurées? Ou est-ce qu'en fait, tu as aussi une API libre pour une plateforme qui ne serait pas encore déjà dans le catalogue? Ouais, on a une API libre qui vous permet de la pousser, de pousser vos métriques directement dans la solution. L'idée, hein, c'est de dire un tableau de bord pour les gouverner tous. Et du coup, l'idée, c'est que vraiment toute la donnée se retrouve dans Tenaci. L'avantage pour vous, c'est que vous savez où elle est et que cette donnée, on va l'enrichir parce qu'on va la lier avec le modèle qu'on a vu rapidement en bulle tout à l'heure à vos politiques ou à vos risques. Et sur les éditeurs, alors aujourd'hui, on a une trentaine d'éditeurs au catalogue, des solutions d'EDR, des solutions de gestion des identités, CyberWatch, bien sûr, ou il faudrait que je regarde. Dernièrement, on a sorti un connecteur avec ADS, exclusivité. Il a été sorti ce matin, qui est l'outil de sécurité de l'ANSI pour vous permettre de piloter le niveau de durcissement de votre Sur ce ADS. point-là aussi, je trouve que c'est vraiment chouette d'en parler comme ça, de ce partenariat. En fait, c'est pour ça qu'on voulait faire ce webinaire avec Tenacity, c'est que très sincèrement, on a rarement vu des coopérations technologiques qui se sont passées de manière aussi rapide avec qu'avec Tenacity. C'est-à-dire qu'en fait, très sincèrement, je crois que à partir du moment où on a eu un client qui a dit: «J'aimerais bien faire travailler les 2 sur le sujet, Tenacity plus Cyberwatch», en fait, je crois que de mémoire, en un mois ou un mois et demi, c'était fait. D'ailleurs, il y a Marilyn Boubet, à qui je dis bonjour aussi, qui en fait justement peut témoigner effectivement de ce sujet. Et donc, c'est toujours agréable en fait de voir qu'il y a eu vraiment une vraie coopération technologique et c'est suffisamment rare sur notre marché pour que vraiment, moi j'insiste et merci à vraiment l'équipe Tenaci, c'était formidable. J'ai vu d'autres clients en commun. Maxime, je sais qu'ils sont contents des deux services qu'on propose. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle aussi qu'ils soient là aujourd'hui. Et on avait la question, d'ailleurs, j'en précise, de Martial. Est-ce qu'il est possible d'avoir deux instances de CyberWatch et de les récupérer dans Tenaci? Oui, il est possible de le faire. Nous, on a un connecteur sur lequel enfin, d'avoir deux fois le même connecteur. On a développé un connecteur CyberWatch et de l'avoir plusieurs fois. Et il y a aussi une autre question, je crois, c'est en fait, il y a une question sur comment tu fais pour justement récupérer les informations, de l'API pour directement les lier à une exigence comme en fait un élément de preuve? Ouais. Alors, si on regarde un peu on va rentrer. J'ai 2 minutes pour rentrer un peu plus dans le moteur, Vas-y, Maxime, vas-y. timekeeper, hein, pendant que je parle. En fait, dans le tableau de bord, nous, ce qu'on va collecter, c'est des indicateurs. Alors, je vais prendre, hop, je vais aller chercher mon connecteur sur CyberWatch. Hop. J'ai ici le nombre d'actifs surveillés. Par exemple, c'est un connecteur alors il est auto parce qu'il a été configuré comme étant calé. Je vais reprendre ici mon modèle en araignée. J'ai le nombre d'actifs surveillés, c'est une métrique qui est calculée dans un indicateur. Et en fait, nous, on a un objet qui s'appelle le dispositif. Le dispositif, c'est une mesure de sécurité. Alors, c'est soit un processus, soit une équipe, soit une solution technique qui nous permet de répondre à des exigences. Ces dispositifs, on en a déjà défini 200. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, si vous voulez être soumis à ISO, on va vous dire quoi faire. Si vous voulez être soumis à ISO, on va vous dire qu'il faut faire des scans de vulnérabilité interne. Ça, c'est le dispositif. Et ce dispositif, je vais le mesurer grâce à un indicateur qui est le nombre d'actifs que je surveille. Et ce dispositif, il est déjà dans notre base de données, hein, dans notre base de connaissances, d'où le fait tout à l'heure, quand je vous parlais d'expertise, c'est tout cette modélisation qui est visible un peu par défaut.
eh ben, il est déjà lié à des politiques. Et notamment, je vais retrouver ici la règle 8.8 d'ISO 27002. Et après, c'est juste de la transitivité. Est-ce que je suis conforme à la règle 8.8? Bah oui, parce que si je remonte le chemin, j'ai une métrique qui est remontée et qui me permet de traiter ça. Et donc après, on peut rajouter des liens parce que vous pourriez avoir un autre indicateur, vous pourriez avoir d'autres politiques, notamment votre PSSI, que vous voulez aussi associer cet indicateur-là, collecté automatiquement par CyberWatch. Je regarde s'il y a eu d'autres questions, Maxime, je ne crois pas en Non, parallèle. je crois pas en avoir vu pour le moment. De toute manière, Ok. on fera une passe avec Audrey aussi à la fin, quand on sera sur la partie vraiment fin du webinaire comme ça. Eh ben, pour la démo, pour ces rapides aperçus, voilà, je vous ai présenté un peu les quelques vues hein, en ultra résumé. On définit son organisation pour définir quelles sont les politiques, ISO 27001, mais pas que. On va piloter ses actions, on va piloter ses tâches récurrentes, on va piloter ses indicateurs. Donc, ça fait une véritable boîte à outils, hein. Oui, aujourd'hui, Tenacy, c'est un outil qu'il faut utiliser très régulièrement. Par contre, vous allez y passer moins de temps que dans Excel avec des éléments de qualité parce que ces outils, ils vont remonter sur vos objectifs de sécurité. Voilà. Si vous avez raté la démo, vous avez eu l'extrême résumé. Et en plus, il y aura aussi le webinaire, en replay aussi qu'on enverra aussi à l'ensemble des participants. Alors maintenant, donc là, vraiment, on a bien compris avec Tenacity, c'est vraiment orienté sur la couverture de pas mal de référentiels, dont la partie ISO 27001. Et en fait, nous, côté CyberWatch, il faut être très transparent, on ne couvre pas tout ISO 27001. Nous, en fait, on peut vous aider simplement à cocher, par contre, certaines parties qui sont importantes aussi de l'ISO 27001, notamment la partie sur les vulnérabilités. Et l'idée, justement, c'est de vous montrer concrètement, dans l'ISO 27001 édition 2022, quels sont les éléments de contrôle, justement, sur lesquels on peut aider. Alors, au niveau de l'ISO 27001 édition 2022, il y a 93 mesures de sécurité de l'information. Il y a 4 sous-ensembles. Je ne vais pas passer sur tout ça. Très sincèrement, vous recevrez les slides. C'est plutôt si jamais vous avez besoin de creuser dans le détail comme ça, en fait, vous pourrez regarder, c'est le tableau A0, A.1, qui est en fait un extrait de l'ISO 27002 édition 2022 d'ailleurs. Et en fait, vous verrez, il y a pas mal de mesures à mettre en place. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et en plus, il y en a certaines qui sont donc des mesures techniques qui peuvent aussi prendre un peu de temps si on n'est pas outillé et c'est là qu'on peut intervenir pour vous aider au niveau de l'ISO 27000. Les mesures, en fait, qui vont nous intéresser, là avec CyberWatch, c'est les mesures qui sont vraiment relatives de manière très frontale à ce qu'on appelle le maintien en condition de sécurité. Le maintien en condition de sécurité, c'est un processus, là aussi, qui consiste à dire, tout comme il y a le maintien en condition opérationnelle qui vise à faire que mes solutions au niveau de mon système d'information continuent à fonctionner, le maintien en condition de sécurité, ça vise à faire en sorte que le système reste sécurisé. Or, en fait, du point de vue technique, un système d'information, c'est un petit peu comme un bâtiment. Il y a une forme d'érosion dans le temps si on ne fait rien. Il faut remettre un petit coup d'enduit par-ci, une brique par-là, il faut changer un robinet par-ci, il faut refaire la plomberie par-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un processus qui est régulier. Les éléments sur lesquels on peut intervenir, en fait, c'est donc les mesures qui sont présentées ici. Je vais vous les montrer de manière plus détaillée après, mais en gros, il y a renseignements sur les menaces, inventaire des informations et des actifs associés, conformité à des politiques, règles et normes de sécurité de l'information, mais attention, là, c'est plutôt des normes techniques sur lesquelles nous on va intervenir, donc pas du tout d'organisationnel au sens ISO 27001 par exemple. Nous, ça va être davantage des référentiels comme le CIS, le Center for Internet Security, avec leurs benchmarks qui sont très connus. Gestion des vulnérabilités techniques, on en a parlé plusieurs fois. Gestion des configurations, ça en fait, c'est le durcissement technique. Est-ce que par exemple, les politiques de longueur de mes mots de passe sont bien appliquées au niveau de mes postes de travail, par exemple? Cycle de vie de développement sécurisé, est-ce que quand je développe des applications, par exemple, je fais des tests de sécurité avant de les mettre en production? Et puis, test de sécurité dans le développement et l'acceptation, c'est la même chose, mais un peu dit différemment. C'est en fait la partie release de l'application, une fois que c'est relisé, est-ce que je fais aussi des tests réguliers dessus? Alors maintenant, comment ça se passe plus précisément? Maxime, Oui, je te coupe une petite vas-y, seconde. vas-y. Alors, j'évoquais le fait que des mesures pouvaient ne pas être appliquées à votre organisation. Ici, les 8.25, 8.29, typiquement, vous pouvez dire, non, ça ne s'applique pas parce que je ne fais pas de développement interne et que j'externalise tout, par exemple. Traditionnellement, dans l'ancienne version, c'était tout le chapitre 15 que beaucoup de gens excluaient et qu'on ne retrouvait pas dans les SMSI. Donc, c'est avec cette nouvelle norme, voilà, c'est l'équivalent de ces éléments.
Par contre, si vous le faites pas, ça veut dire qu'il faut aller, peut-être faire des scans de vulnérabilité sur vos tiers. Donc, il y a toujours une contrepartie, hein, dans ISO. Et merci Baptiste, et effectivement, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des éléments qui peuvent réellement ne pas être pertinents dans certaines organisations, voire même, en fait, sur les périmètres ISO 27001 au sein de certaines organisations. Alors maintenant, plus précisément, comment on intervient par rapport à ces mesures-là? Bah, sur la partie renseignement sur les menaces, on vous fournit une encyclopédie embarquée au niveau des vulnérabilités, avec en fait plein d'informations sur les vulnérabilités, et c'est des informations qui évoluent dans le temps. Les informations en question, si je vous montre pour une vulnérabilité aussi connue que, hop, alors je suis en train de regarder pour vous partager mon écran en même temps. Si jamais je vous montre pour une vulnérabilité aussi connue que la première de la série Log4Shell, qui est génial à prendre comme exemple parce qu'il y a énormément d'informations. En fait, on vous donne des éléments sur est-ce que c'est une vulnérabilité qui est très dangereuse ou pas avec son score CVSS brut, mais ça, c'est pas de la magie, ça vient directement des autorités. C'est très facile à récupérer, vous pouvez même le faire vous-même. Par contre, on agrège aussi toutes les informations qui viennent de différents fournisseurs, et notamment des fournisseurs de flux d'informations comme le CERT-FR de l'ANSSI, ou alors, en fait, aussi des éléments qui viennent directement des éditeurs. Par exemple, comment Fortinet a parlé de la partie Log4Shell, comment Red Hat a traité le sujet, et cetera. Et également, au niveau de la partie menace, ce que l'on fait, c'est qu'on vous donne des informations sur les kits d'attaque. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'on fait une veille automatique pour vous sur plein de flux, sur est-ce qu'il y a des kits d'attaque publics qui sont disponibles pour les vulnérabilités. En fonction de ça, d'ailleurs, ça va changer le score pour la vulnérabilité dans CyberWatch. Donc, on fait une veille pour vous directement pour vous dire, bah, des vulnérabilités, il y en a plein. Il y en a certaines qui sont plus dangereuses que d'autres. Et donc, dans la partie renseignement sur les menaces, on fait justement déjà cette veille pour vous sur quels sont les nouveaux kits d'attaque qui pourraient être liés à vos vulnérabilités, qui pourraient être embêtants. Derrière, on a la partie inventaire des informations et des autres actifs associés. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas CyberWatch, on est donc une solution de scan de vulnérabilité avec détection, priorisation, et même on peut aller jusqu'à la correction. Et on a un module qui a été introduit il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, qui est fort apprécié, qui est notre module de scan de découverte d'actifs. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on vous permet de très facilement dire: «Je veux lancer un scan de découverte sur mon parc informatique», soit à partir de données issues de bases ouvertes comme Certificate Transparency, soit à partir de bases publiques Whois, en faisant en fait, on prend un nom de domaine, on regarde le propriétaire de ce nom de domaine et on regarde tous les domaines qui appartiennent au même propriétaire, donc ça donne des choses très, très, très intéressantes. Et on peut aussi se câbler naturellement à des fournisseurs d'infrastructures cloud comme GCP, Azure, AWS ou OpenStack, qui fonctionnent notamment avec tout ce qui est OVH par exemple, et aussi sur vos infra locales avec du Nutanix, du VMware, de l'Azure AD, de l'Azure tout court. On peut faire aussi du balayage réseau, on peut se câbler à des registres Docker. L'idée, c'est vraiment de dire, je me câble à tout mon système d'information pour regarder les actifs que j'ai. Et après, vous pouvez lancer des scans de vulnérabilité là-dessus. Et dans ce cas-là, on vous fait la liste de vos actifs. Vous avez même la possibilité de renseigner des éléments sur quel est le contexte de ces actifs. Est-ce que c'est un actif de production, un actif de pré-production? Et on peut même aller un petit peu plus loin. C'est qu'en fait, quand on fait les scans de vulnérabilité, on vous liste même les technologies présentes sur vos actifs avec leur version, de sorte à ce que vous ayez vraiment un suivi de ce que vous avez, même au niveau brique logiciel. Donc vraiment au niveau de l'inventaire des actifs, c'est un inventaire des actifs au sens une machine virtuelle, un équipement réseau, un site web, mais pas que, on fait aussi la découverte des technologies qui sont présentes dessus. Et tout ça, ça fonctionne avec et sans agent. Si jamais il y a des questions là-dessus, avec grand plaisir à la fin. Ce que l'on peut faire alors aussi, dans la mesure, il y a écrit que cet inventaire, il doit être élaboré et tenu à jour. Pour information, nos scans se relancent périodiquement par défaut. Ils sont actualisés toutes les 6 heures, par exemple, par défaut, ce qui fait que bah là, c'est réellement tenu à jour et c'est très efficace et ça vous fait beaucoup moins d'efforts. Une autre mesure, Du coup, c'est oui, pardon, c'est vas-y, vas-y. exactement la question qu'on a vue tout à l'heure, hein, sur la gestion de l'inventaire. C'est ça, Bah oui, CyberWatch va vraiment cocher cette case-là. Vous avez l'inventaire avec son état de santé en plus. Donc c'est ça. c'est exactement ça. D'autant plus qu'en fait, on donne le taux de couverture aussi de vos actifs entre ceux que vous avez découverts et ceux que vous scannez réellement. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de vous aider à savoir ce que vous avez et ce que vous monitorez réellement. Si je vais un petit peu plus loin, la partie en fait, il y a 2 mesures qui sont relativement proches, c'est la partie conformité à des politiques, règles et normes de sécurité de l'information et gestion des configurations. Pourquoi elles sont relativement proches? C'est parce qu'ici, une manière en fait, on traite certaines politiques qui sont des politiques techniques, qui sont par exemple des éléments liés au CERT-FR Active Directory,
et des éléments qui viennent du CIS Benchmark, par exemple, qui servent souvent de base de travail pour créer une politique technique de durcissement du système d'information. Et dans ce cas-là, en fait, ça implique de mettre en place un certain nombre de configurations. Par exemple, nombre de caractères en fait, à mettre au moins sur les mots de passe, nombre de comptes utilisateurs qui sont administrateurs sur l'Active Directory, plein de règles de ce type-là qui se mesurent du point de vue technique et c'est là qu'on intervient. Attention, l'exemple que j'aime bien aussi prendre pour montrer notre limite, si jamais il y a une règle chez vous qui dit il faut un filtre de confidentialité sur votre poste de travail, ça, on ne le mesure pas, on ne veut pas le voir pour vous. Et c'est là que Tenacity peut justement en fait vous permettre de cocher la petite case sur la base d'éléments déclarés par vos soins. Si Donc c'est c'est pas vraiment l'un, très c'est l'autre. complémentaire. C'est ça. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Exactement. Au niveau des référentiels, donc il y a des éléments qui viennent vraiment de base du CIS ou alors du CertFRAD, plus d'un référentiel qu'on appelle Security Best Practice, qui est en fait une interprétation du guide d'hygiène de l'ANSSI. Et surtout, si vous disposez de règles au format OVAL ou XCCDF, vous pouvez en fait directement les envoyer dans CyberWatch pour importer les référentiels. Ça, c'est une petite nouveauté de janvier 2023. On vous donne la possibilité d'importer vos propres fichiers au format XCCDF. Sur la partie gestion des vulnérabilités techniques, bah, c'est littéralement notre métier et en fait, ce qui est particulièrement intéressant dans notre approche, je pense, en tout cas qui peut vraiment aider les acteurs du marché à avancer sur la partie gestion des vulnérabilités techniques, c'est que savoir qu'on a des vulnérabilités techniques, c'est facile. En fait, tout le monde a des vulnérabilités techniques. Par contre, si jamais vous observez dans la petite capture d'écran que j'ai mis à gauche, et ben, en fait, on voit qu'il y a des petites cibles qui apparaissent aussi dans le logiciel. Qu'est-ce que c'est que ces petites cibles? En fait, il se trouve que quand on détecte des vulnérabilités sur votre système d'information, eh bien, on peut vous dire, est-ce qu'il y en a certaines qui comptent réellement par rapport à d'autres? Et ça, on repose sur est-ce que la vulnérabilité, elle a elle est déjà dangereuse de base? Est-ce qu'elle a un kit d'attaque plus ou moins élevé? Donc, on vous donne les informations en fonction de ce qu'on a trouvé dans la phase renseignement sur les menaces et on projette ça dans votre contexte métier. Vous pouvez paramétrer dans le CyberWatch un contexte métier pour l'ensemble de vos actifs. Vous pouvez dire, par exemple: «OK, j'ai des actifs qui sont soumis à des enjeux de confidentialité» et dans ce cas-là, vous pouvez dire: «J'ai des exigences de confidentialité très élevées. La partie intégrité, elle m'intéresse un peu moins et la partie disponibilité, elle m'intéresse un peu moins» et vous pouvez même dire: «Et finalement, c'est des actifs qui sont totalement isolés». Et comment ça se reflète? En fait, il y a des paramètres avancés qui ont été ajoutés aussi dans certaines évolutions de 2022 dans CyberWatch, qui vous permettent de rajouter des éléments sur l'exposition de vos actifs. Vous pouvez dire: «Bah, finalement, la personne qui accède à cet actif, en vrai, ça veut dire qu'elle a eu un accès physique ou alors dans mon réseau local» et ça fait qu'en fait, quand vous renseignez ça, toutes les vulnérabilités, on les reprojette dans votre environnement pour vous dire: «Bah, cette vulnérabilité, elle va être importante ou pas sur chacun de vos actifs». Autrement dit, une même vulnérabilité peut être marquée comme importante sur un actif A, mais pas sur un actif B. Et ça, c'est fondamental parce que l'idée, c'est pas de vous dire: «Bonjour, vous avez des problèmes, au revoir». L'idée, c'est de dire: «OK, comme tout le monde, vous avez des problèmes, mais ce qui compte, c'est combien de problèmes méritent réellement votre attention». Et c'est ça la vraie gestion finalement des vulnérabilités techniques. C'est pas juste vous faire une liste de plein de problèmes avec du rouge partout, parce que quand tout est rouge, c'est qu'il y a un problème. Et notamment le problème n'est pas forcément chez vous, il est du point de vue, en fait, vous êtes noyé sous le flux d'informations. Et donc l'idée, c'est de se dire, OK, bah, en fait, il y a différentes nuances de rouge. C'est ça l'intérêt. Et justement, après, vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez nous insérer de manière automatisée en plus dans des processus complémentaires. Par exemple, si jamais vous faites du développement en interne, et ben, en fait, vous pouvez nous intégrer dans une CI/CD, par exemple dans GitLab. On est même compatible avec un format qui s'appelle le format JUnit pour extraire les informations de CyberWatch et les envoyer dans GitLab et faire en sorte que, par exemple, quand vous livrez des images Docker avec des vulnérabilités que se concernent notamment les bibliothèques tierces embarquées, et ben, on vous dit: «OK, bah, par exemple, là, j'ai des vulnérabilités sur Sinatra dans mon petit exemple ici. J'utilise la version 2.1.0 de cette bibliothèque Ruby. Il faudrait que je passe à la 2.2.3 et en fait, dans ce cas-là, je peux faire en sorte que ça stoppe même la chaîne, d'intégration continue et que ça dise: «Bah, là, faut travailler, faut mettre à jour la bibliothèque avant de la livrer». Et donc on vous donne ces éléments-là et vous pouvez faire des tests de sécurité donc sur la partie applicative également. On a un moteur de scan de site web aussi qui peut être utilisé pour faire ces éléments-là. Attention, j'aime bien dire toujours ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Nous ne faisons pas de revue de code. Ça, c'est un autre domaine, ça s'appelle le SAST, le Static Analysis, le Security Testing, et donc ça, on ne fait pas. Si jamais vous voulez faire de l'analyse de revue de code, il y a plein d'autres produits qui existent, donc notamment plein de produits gratuits qui font la recherche, par exemple, de potentielles injections XSS et tout, à partir de la lecture de votre code. Nous, on teste ça de manière dynamique, mais pas de manière statique.
Donc voilà un petit peu les éléments. Donc, je vous ai déjà fait un petit peu les éléments de démonstration, mais en fait, si jamais je devais aller un tout petit peu plus loin, ce que je montrerai simplement, c'est OK, bah, par exemple, quel est l'impact pour un actif qui a plein de vulnérabilités? Là, on se dit: «OK, je m'en sors pas, j'ai 1 451 vulnérabilités, il y en a 593 qui sont prioritaires». Bah, en fait, pour vous montrer rapidement l'importance de je passe d'une phase où ce qui m'intéresse, c'est détecter les vulnérabilités à une phase où je gère mes vulnérabilités, je les hiérarchise et ben, en fait, j'ai changé le contexte de mon actif et CyberWatch est en train de recalculer quelles sont les vulnérabilités qui comptent réellement pour moi sur cet actif et donc il faut attendre encore un tout petit peu, c'est une dizaine de secondes et là, on est passé à 17 vulnérabilités prioritaires au lieu de 593 et en fait, ça vous montre les vulnérabilités qui comptent réellement et d'ailleurs, on voit que assez souvent, en fait, il y a une corrélation forte entre il y a des kits d'attaque assez importants disponibles sur le marché et le fait que la vulnérabilité, elle est considérée comme prioritaire chez vous. Si vous voulez aller plus loin, on peut même aller sur d'autres stratégies de priorisation, notamment une qui est assez sympa en ce moment sur le marché parce qu'elle est un peu nouvelle. On peut en fait se dire quelles sont les vulnérabilités présentes chez moi et trier le tout avec ce qu'on appelle le score EPSS. Le score EPSS, c'est en fait, l'Exploit Prediction Scoring System, c'est fait par exactement le même organisme que l'organisme qui est derrière le score CVSS, c'est-à-dire un organisme qui s'appelle le FIRST, et ça vous donne en fait la probabilité que la vulnérabilité, d'après eux, qu'elle soit exploitée dans les 12 prochains mois. Donc ça vous donne des informations de ce type-là aussi, et ça vous permet de faire une hiérarchie. Ce qui compte en fait, il n'y a pas de méthode magique finalement pour les vulnérabilités, par contre, on en fournit plusieurs. Il y a l'EPSS, il y a la partie CVSS complètement contextualisée. Il y a aussi le MITRE ATT&CK, par exemple, qu'on peut faire. Ce qui compte en fait, c'est de se dire, dans ma politique, j'ai défini une méthode que je souhaite appliquer chez moi. Et en fait, quelles que soient les méthodes que vous avez définies dans votre base documentaire en interne, eh ben, a priori, CyberEdge pourra vous aider à l'implémenter pour de bon, avec des vrais éléments techniques, et ce, en continu. C'est ça notre valeur sur ce domaine-là. Donc voilà un Au petit peu. passage, Oui, vas-y, Baptiste. Maxime, j'avoue découvrir que cette notion de vecteur d'attaque, je crois qu'il y a eu une vulnérabilité il y a 2 jours sur, KeePass, sur lequel KeePass, eux-mêmes, prennent en compte cette notion de vecteur d'attaque physique et c'est C'est ça. essentiel de pouvoir distinguer les vulnérabilités exploitables publiquement, de celles qui nécessitent un accès au poste. Donc, pour la gestion Exactement. des vulnérabilités, obligatoire de pouvoir, Et faire ces d'ailleurs, en fait, par rapport à ça, en fait, ce qui est assez intéressant en plus avec la vulnérabilité sur, KeePass, c'est qu'en fait, on est aussi en mesure de vous dire lorsque la vulnérabilité, en fait, elle est en fait, disputed, c'est-à-dire qu'en fait, là, par exemple, pour la vulnérabilité, donc j'ai plus son numéro en tête. Hop, si jamais je regarde vite fait, hop, CVE KeePass. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une vulnérabilité où littéralement, en fait, les autorités considèrent qu'elle est disputed, voilà. Et en fait, il se trouve que quand c'est une vulnérabilité qui est disputed, ça veut dire qu'en fait, il y a encore débat et en fait, pourquoi il y a débat aujourd'hui? C'est parce qu'en vrai, cette vulnérabilité, c'est plus encore qu'un accès physique qu'il faut à la machine, en fait. C'est qu'en fait, il faut avoir déjà un accès à privilège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, KeePass considère que la vulnérabilité, c'est un faux positif et c'est beaucoup, beaucoup de bruit pour rien. L'éditeur, en fait, KeePass dit: «Bah, en vrai, ça ne nous concerne pas parce que ce qui se passe, c'est pour pouvoir faire l'attaque, il faut déjà en quelque sorte être presque, je dis bien presque, administrateur local de la machine. Et dans ce cas-là, en fait, la personne qui a fait la faille sur KeePass et qui pourrait dérober les informations pourrait au final tout aussi bien installer par exemple un keylogger sur la machine ou alors remplacer le binaire qui passe par un KeePass vérolé. Donc c'est effectivement très important cette information cette notion de contextualisation des vulnérabilités par rapport au vecteur d'accès, mais aussi de savoir quand est-ce que les vulnérabilités en vrai il y a un risque que, elles soient soit rejetées, soit qu'elles soient encore en fait en mode, disputed où en fait ça veut dire qu'il y a débat. Donc effectivement donc ça il y a c'est, la bonne et des la mauvaise informations très importantes. vulnérabilité, quoi. C'est ça, il y a la bonne et il y a la mauvaise vulnérabilité, c'est ça. Et en fait, il faut savoir qu'il y a aussi pas mal de vulnérabilités qui sont déclarées par des gens qui veulent juste pouvoir dire sur leur CV: «J'ai trouvé des failles et tout», mais en pratique, derrière, quand on creuse un peu, c'est pas forcément le cas. Il y a une personne qui était intervenue sur LinkedIn comme ça, que j'avais regardé et qui m'avait, fait marrer, c'est la personne disait: «Cette vulnérabilité, c'est un petit peu comme les failles sur Cisco, on vous dit: "Si jamais vous êtes devenu root sur le routeur, et ben, vous pouvez l'éteindre"». Bah oui, mais c'est normal en vrai. Donc c'est le genre de choses où il faut faire attention. Donc voilà un petit peu, ce qu'on faisait. Alors il y a écrit «Bonjour, concernant les référentiels de conformité, est-il prévu l'intégration de nouveaux référentiels et pourquoi pas un moyen de mutualiser entre clients ayant pris le temps d'importer des référentiels publics?» Alors la réponse est oui, il y a des référentiels qui sont prévus en ajout régulièrement et en fait, on peut en plus mutualiser pour le coup, c'est juste qu'il y a en général dans ce cas-là
l'approche suivante, c'est on ne nomme pas le client, sauf si jamais il le souhaite, mais si jamais, par exemple, je vous montre le référentiel qui s'appelle ICS Best Practices, bah, CyberWatch a été racheté par Framatome et donc on est membre en fait du groupe EDF et en fait il se trouve que la partie ICS Best Practice, ça vient d'une entité de notre nouvelle famille qui en fait nous a demandé de travailler sur les infrastructures critiques. Donc on a effectivement déjà ce dispositif de mutualiser en fait entre nos clients l'import de nouveaux référentiels et donc je vous confirme que c'est possible et donc après il faut juste en fait écrire à support@cyberwatch.fr si jamais vous estimez qu'il y a certains éléments qui sont pas, qui sont pas importés et après tout dépend du type de technologie. Par exemple sur la partie VMware, là c'est un élément qui prend un petit peu plus de temps parce que c'est plus difficile de tester ça de manière automatique. À l'inverse pour la partie Security Baseline de Microsoft, je crois qu'ils fournissent même des fichiers OVAL et dans ce cas-là, techniquement, vous pourriez même essayer de les importer directement dans CyberWatch puisqu'en fait maintenant, vous pouvez aller dans Réglages, benchmark, ajouter, et en fait, vous pouvez importer un fichier en fait avec le standard SCAP, et donc vous envoyez les fichiers avec les scripts SCE, les fichiers XMLX, CDF, et ça importe. Donc voilà un petit peu les éléments. Moi, surtout, ce que je voudrais aussi vous dire par rapport à tout ça, c'est que c'est un domaine très vaste, les ISO 27001. D'ailleurs, la cybersécurité tout court, c'est très vaste. Et donc, eh bien, faut pas hésiter à garder le contact avec nous, que ce soit avec Tenacity ou avec CyberWatch. Vous avez nos coordonnées ici. On va participer à plusieurs salons, d'ailleurs certains salons en Au commun, c'est-à-dire même, que nous serons au à même Cannes, par endroit. exemple. Exactement. Donc, on va être à Cannes, donc à l'IT and Cyber Security Meetings. On sera aussi au FIC à Lille. On sera aussi aux Assises à Monaco. Et donc, si jamais vous voulez même poser des questions sur des salons où on sera présent en commun, bah, ça sera avec grand plaisir. Eh ben, merci pour votre attention. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Baptiste? Et sinon, est-ce que vous avez aussi des questions dans le public? Donc, vas-y, Baptiste, hein, si tu veux. Pour moi, j'ai bien aimé ton mot de fin. La Bah, parfait. cybersécurité est large, donc ça me va Oui, très bien. donc c'est parfait. Bah, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Ah bah, il y a Fabrice qui nous remercie, mais merci aussi, au public pour avoir été présent aujourd'hui. Merci Marilyn également et merci donc, à l'ensemble des participants. De toute manière, si jamais vous avez des questions, même après, hein, bah, vous avez nos coordonnées, il faut vraiment pas hésiter. Je pense qu'il y a une vraie philosophie, que ce soit chez Tenacity ou chez CyberWatch, d'être proche des demandes des clients et d'être proche des clients tout court, donc vraiment, faut pas hésiter à nous contacter. Eh bien, dans ce cas-là, il est 11h58. On a tenu le timing. Grand merci Baptiste à toi aussi pour avoir tenu le timing malgré un sujet très vaste. Et puis à très bientôt à tout le monde pour un prochain webinar. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation Excellente à journée. CyberWatch. Merci beaucoup. Au revoir.